Habibou Gueye est sur toutes les lèvres. Ici, on est encore sous le choc. Parce que nous, vraiment, comme on dit, un grand village comme Wakam, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Et donc, comme on dit, vraiment, ça ne fait que tenir l'image de marque de Wakam. C'est ça qui est déplorable. Voilà. Les Wakamois qui dénoncent encore cette pratique de ce Serigne Dara du nom d'Habibou Gueye. Alors, toutes nos excuses pour cette interruption due à une coupure d'électricité. Alors, Imam, comme je le disais tantôt, le Serigne Dara n'est-il pas celui qui maîtrise le Saint-Coran? Non seulement celui qui maîtrise le Saint-Coran en le mémorisant, mais en mettant en application ses enseignements. Alors, quel doit être son comportement? Son comportement doit être en parfaite conformité avec les hauts préceptes moraux enseignés par le Coran, tel qu'il a été l'exemplarité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand on avait demandé à notre mère Aïcha, elle a répondu son comportement était typiquement calqué sur le modèle coranique. C'est ça ce que nous connaissons c'est ce qui enseignait habituellement le Coran. Nos marabouts, nos Serigne Dara. Moi, je suis un produit des Dara, mais je voyais les gens qui enseignaient le Coran, alors incarnaient le modèle le plus conforme au Coran qu'ils enseignent. C'est ça aussi la méthode que le prophète Mohammed avait utilisée. L'un des compagnons nous disait que le prophète Mohammed nous enseignait peu de versets coraniques. Alors, une fois que nous nous sommes entraînés à mettre en application les enseignements de ces versets, il en ajoute d'autres. Comme ça, nous avons allié l'enseignement théorique et la mise en application pratique. Les deux doivent aller de pair. Sinon, il y aura un grand chaos. Sur cette affaire du Serigne Dara de Wakam, quelle est la responsabilité de l'État du Sénégal? Oui, moi, j'ai l'habitude de dire que l'État post-colonial est animé dans certains complexes. Car se disant laïque, ce qui fait qu'il a laissé certaines questions qui relevaient de l'ordre public, qu'il devait prendre en charge, dans lesquelles il devait avoir son mot. Et il devait trouver des organes ou bien des personnes habilitées pour être la main, les yeux de l'État. Alors, si, en se disant laïque, l'État néglige certaines questions, alors tout ce qui découlera des dérives qui se passeront là, alors l'État est en quelque sorte responsable. Je crois que la responsabilité est partagée. Ouais, alors, quel est le vôtre, vous, maître coranique? Oui, nous notre rôle, c'est... Votre responsabilité là-dessus? Oui, notre responsabilité, Dieu merci, je crois que la plupart des maîtres coraniques, ça c'est vrai, c'est des cas qui se répètent de plus en plus. J'avais cherché à lier ça à gangrène de la société. Alors, les maîtres coraniques ne sont pas abstraits de leur milieu. On dit parfois que l'homme est le fils de son milieu plus que de son père. Mais heureusement que la large majorité, que les gens les apprécient, les gens les connaissent, ce sont des gens qui constituent des modèles vraiment pour la société. Nous, les maîtres coraniques ou bien les ressortissants des Dara, nous devons aussi avoir une autocritique en ce qui concerne l'enseignement coranique. Nous devons faire des sensibilisations
à l'endroit de toute personne alors qui veulent enseigner le Coran tel qu'il a été toujours le cas. Les enseignements du Coran étaient toujours les réformes les pionniers de la réforme. Nous devons chercher à revivre ce rôle-là de la réforme sociale. C'est Al-Mami Maba Diakhou Ba, c'était un maître coranique. Cheikh Omar Foutiyou Tall était un maître coranique. Mame Cheikh Ahmadou Bamba était un maître coranique. Dans tous les pays musulmans, les maîtres coraniques ont joué des rôles pionniers dans la réforme sociale. Ça aussi, c'est un fait historique qu'on doit revivre, surtout nous les enseignants. Les enseignants coraniques. Alors, est-ce que de telles pratiques ne risquent pas de décrédibiliser l'enseignement coranique? Non, puisque toujours, comme je l'ai dit, il y a des modèles qui sont là, qui font les gens, je crois. Donc, quelques cas ici et là, même comme je l'ai répété, ce sont des cas qui se multiplient de plus en plus. Alors, cela nous montre seulement l'existence de quelques brebis galeuses. Alors, on doit ici faire la part des choses et de chercher à discerner les bons enseignants, les bons maîtres coraniques des mauvais. Avant de confier nos enfants, nos progénitures à un maître coranique, nous devons en savoir sur son comportement, sur sa crédibilité morale. Parfois même, c'est sa maîtrise du Coran. Il y a des gens qui ouvrent des écoles coraniques quand ils les entendent réciter le Coran, mais D'accord. Alors, est-ce que ça serait la solution? Quoi? Le fait de savoir vraiment à qui on confie notre enfant d'abord avant de l'amener au Dara, est-ce que ça serait la solution? Ou bien quelle solution est-ce que vous préconisez? Oui, ça fait partie du fait qu'il y en a de bons. On cherche à confier nos enfants à ceux qui sont considérés comme bons, sont nombreux, ils sont là, qui font des résultats qui honorent le pays. Il y a des concours internationaux du Coran où des petits enfants sénégalais se distinguent. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi organiser des assises pour vérifier quelque chose sur ce métier? Oui, même si l'État ne le fait pas, oui, le complexe dont j'avais parlé, qui caractérise l'État post-colonial par rapport à certaines questions religieuses qu'il devait prendre en charge, parce que ça touche la société. Ça n'empêche les acteurs de s'organiser en interne. Il y a des associations, des enseignants coraniques, qui vraiment abattent de travail très important allant dans le sens d'épurer ce milieu de tout ce qui risque de compromettre d'assainir le milieu. D'accord. Voilà. Alors, merci à vous, Imam Hassan Seck. Je rappelle qu'il est professeur d'arabe, écrivain et traducteur, et il est l'invité du magazine d'information La Mi-Journée. Alors, Imam, vous allez rester avec nous, et sur un autre point, nous allons parler des difficultés qui étranglent les entreprises nationales. Alors, il y a Moussa Fatal, l'opérateur économique Moussa Fatal, qui hausse le ton et interpelle les autorités dans cet entretien qu'il a accordé à mon confrère Rokhando.
Moustapha Tal, bonjour. Bonjour, Koran. Beaucoup d'entreprises sénégalaises du secteur privé sont confrontées à d'énormes difficultés. Certaines d'entre elles ferment leurs portes et d'autres diminuent leur personnel. Comment voyez-vous cette situation? Mais c'est une situation prévisible. Hein? Moi, je l'avais dit, j'avais tiré sur la sonnette d'alarme depuis très longtemps, depuis l'avènement même de la première alternance de 2000. J'avais dit hautement, à travers même une radio, comme quoi la première chose à faire, c'est de faire l'état général de l'économie sénégalaise pour pouvoir orienter véritablement une bonne politique qui pourrait nous permettre de se développer. Ça, je l'ai dit et je n'ai pas arrêté de dire pendant le règne de cette alternance de l'idée pendant 12 ans, et même avec l'avènement de cette nouvelle alternance qui est en l'occurrence l'alternance de 2012, je n'ai pas arrêté un seul instant de le dire. Je l'ai même dit à travers un conseil présidentiel que même le président Macky Sall avait organisé pour la première fois le 14 décembre 2012 au Méridien King Fahd Palace, et voir ce qui ne va pas et ce qui va et ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut arrêter, et on va avoir une vision claire d'une économie émergente. Mon Dieu, on va pas se développer. On va jamais se développer dans ces conditions-là. On peut parler d'émergence, mais d'émergence, pas d'une émergence généralisée. Si on veut parler d'une émergence, il faut que ça soit généralisé, que tout le monde le sente à son niveau, que même la ménagère le sente. Et je pense que, comme on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, Dieu a fait qu'aujourd'hui on parle de ressources minières, gaz, pétrole et tout ça. Si on ne gère pas encore efficacement cette nouvelle situation, bon, ça va s'empirer et puis il y aura même des conséquences sur la population, parce que c'est ça quoi. Moi, c'est ça que je vois. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Est-ce que la concurrence des entreprises étrangères telles que chinoises, françaises, turques et surtout avec la signature de nouveaux accords avec les États-Unis ne participe pas à aggraver cette situation? Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, pourquoi ces entreprises sont en train de faire ce qu'ils veulent dans notre pays, c'est parce qu'on n'a pas de répondant. Il n'y a pas d'entreprise sénégalaise performante et dynamique qui peut répondre, qui peut même peut-être essayer de faire ce que ces gens-là font. On n'a rien fait pour assister, accompagner, protéger, aider ces entreprises sénégalaises à tenir debout. Au lieu, à la place, on les combat. À la place, là, ces régimes combattaient les entreprises sénégalaises. Au lieu de les aider, on les mettait toujours sur le dos, un procès, un contentieux, un faux contentieux pour les dépouiller parce qu'ils ne participent pas, ils ne donnent pas des trucs de sur le table. Ces entreprises étrangères peuvent le faire parce que c'est des étrangers. Mais un national ne fera jamais ça. Donc, il faut qu'on ait ça, un change de mentalité, qu'on change de système. Regardez ce que font les Turcs. Le premier ministre qui est devenu Erdogan, qui voyage avec 250 entreprises. Regardez ce qui se passe au Nigeria avec l'ancien président qui avait misé sur les hommes d'affaires nigériens, des gens comme Dangote. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de l'Afrique parce que c'est Obasanjo qui avait misé sur ces entreprises locales. Donc, c'est ça. C'est une question de politique, c'est une vision. C'est seul le président qui est à la tête qui peut le faire. Mais aucune personne ne peut le faire à la place. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Arachide, on a libéralisé, on avait privatisé, lancé le régime de Ouattara de privatiser la Sonacos en le donnant à un Libanais qui n'avait pas pu tenir parce qu'avec la concurrence, il ne pouvait pas tenir. Il était obligé de mettre les clés sur le paillasson et que l'État l'a repris et veut le continuer de la même manière. Comment on peut reprendre une entreprise qui avait échoué avec ce même système et vouloir le remettre sur les rails avec le même système? L'entreprise Sonacos, le privatiser et le scinder en deux. Mettre les entreprises, par exemple, la partie industrielle à part et mettre la partie commercialisation à part. On pourra mettre des sociétés de privés, par exemple, de capitaux privés sénégalais pour, par exemple, reprendre ces activités-là et le faire d'une manière efficace sous la supervision de l'État. D'accord. Moustapha Tal, la rédaction de Walfadjri vous remercie. Je rappelle que vous êtes opérateur économique. C'est moi qui vous remercie, Florent. Alors, c'était à l'instant Rokhandong qui s'entretenait avec l'opérateur économique Moustapha Tal qui dénonce les tracasseries ou bien les difficultés qui étranglent les entreprises nationales. Alors, rappelons que nous sommes toujours sur ce plateau avec Imam Hassan Sek. Alors, Imam, quel est votre avis par rapport à la réaction de l'opérateur économique Moustapha Tal qui attend de l'État du Sénégal ou bien qui dénonce le favoritisme dont sont victimes les entreprises nationales? Oui, je suis de tout avis avec lui. Certes, nous vivons
ce qu'on appelle la mondialisation, qu'elle est surtout économique, avec les multinationales, les sociétés étrangères et tout ça. Mais la responsabilité d'un État est de mettre des mécanismes, des structures, des cadres législatifs, alors pour accompagner les entreprises qui fera que les droits internationaux, alors de ces entreprises étrangères, n'effaceront pas les droits des nationaux. Sinon, ça va retourner contre le pays en termes de chômage, en termes de la fermeture d'entreprises, en termes d'insécurité et tous les maux liés à la crise économique que alors les difficultés de ces entreprises nationales peuvent créer au pays. D'accord. Alors, vous attendez de l'État du Sénégal, vous aussi, plus d'accompagnement et d'assistance envers les entreprises nationales. Et nous passons à la dernière ligne droite de cette deuxième partie de ce magazine d'information, la mi-journée. Et c'est la presse du jour lue et parcourue par Abdoukoudos Diallo. Sorti sur la situation en Guinée, Sonko Rabrou Macky à la une de Walf Quotidien. Réagissant au tweet de Macky Sall, appelant l'Union africaine, la CEDEAO et les autres partenaires à accompagner la Guinée-Bissau pour faire respecter la volonté souveraine du peuple, le leader du PASTEF parle d'une communication irresponsable et une flagrante ingérence dans des affaires intérieures dans notre pays libre. Selon Ousmane Sonko, cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu pendant que la CEDEAO et surtout l'Union africaine adoptent une position de relative prudence. Le plus radical de l'opposition va plus loin, c'est l'inculture diplomatique et le mépris des règles élémentaires de bon voisinage qui doivent t'inquiéter chez Macky, écrit le patron du PASTEF sur sa page tweet qui voit Macky Sall comme un homme en mal de leadership sous-régional à cause de son incompétence, relève le journal du groupe Walfadjri. Et l'écho de la sortie des partisans de Macky Sall à la une de Les Échos, Cisselo, Abdoumbo, Mamboy Diaw contre un statut spécial pour Dakar. La paire Flingue Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie. Nomination d'une personnalité pour diriger Dakar. Un recul démocratique pour Mamboy Diaw, directeur des domaines. Pas question pour Moustapha Cisselo de dire à un nommé de venir diriger des élus. C'est pourquoi, conclut Abdoumbo, l'idée n'engage qu'Aminata Mbengue Ndiaye. Rapporte Les Échos qui revient aussi sur l'affaire de la fille de Mam Mactar Gueye et titre une disparition mystérieuse. La police dit qu'elle a trouvé sa fille avec son amant dans une auberge, ce qui a irrité Mam Mactar Gueye qui parle d'une sortie précipitée et suspecte de la police à la une de Vox Populi. Parce que, dit-il, il n'a jamais été question d'enlèvement dans sa plainte. Dans tous les cas, les auditions se poursuivent aujourd'hui, informe Vox Populi, qui fait aussi état de 330 millions en faux médicaments saisis par la douane à Kédougou. La cargaison se trouve dans un camion à double fond en provenance de la Guinée-Conakry. Et la nouvelle de Guy Marius Sagna par la une de l'Observateur. 79 jours d'une vie de bagnard en détention provisoire au camp pénal de Dakar. Il est isolé dans le secteur réservé au CAID. Et le journal révèle pourquoi sa femme ne vient pas régulièrement en prison avant d'informer que Guy Marius Sagna risque d'être radié de la fonction publique. Le vœu du pouvoir, c'est de le détruire moralement et de le virer de la fonction publique, confie Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal à l'Observateur. Face au refus répété des demandes de liberté provisoire des avocats de Guy Marius Sagna, le combat pour sa libération va être porté à la cour de la CEDEAO et aux instances onusiennes.